Push Lab saison 2, épisode 3, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de votre podcast qui est devenu votre favori. Bien sûr les amis, trop heureux de vous retrouver parce qu'il y a énormément de choses à dire avec les dernières semaines en Formule 1. Immense merci d'ailleurs pour votre soutien et vos vues sur le dernier épisode qui a eu lieu. C'était débrief des essais de Barcelone, c'était trop cool à faire, un épisode délocalisé du côté de Monaco. Là on est de retour, vous le voyez, dans notre lieu favori, notre studio du côté de chez Emotion. Immense merci encore une fois Emotion pour le soutien, bien sûr, pour l'amorce de cette nouvelle saison de Formule 1 et cette nouvelle saison bien sûr de Push Lab. Au programme forcément Kim Kardashian et Lewis Hamilton. Non, je rigole. Mais on va en parler un jour. J'espère qu'on en parlera un jour quand même de cette dinguerie, bien sûr. Non, on va parler, vous l'avez vu dans le titre, de Mercedes a-t-elle vraiment triché ou sont justes? Est-ce qu'ils sont justes du côté des Allemands, extrêmement intelligents? On va en parler, on va démêler le vrai du faux et comprendre ensemble si oui ou non Mercedes a fauté par rapport à leur moteur 2026. C'est l'immense crise qu'il peut y avoir aujourd'hui en Formule 1. On est certainement au cœur d'un gros scandale qui peut soit déjà avoir lieu, soit être en train d'éclater petit à petit. On va bien en parler parce que c'est vrai que c'est le sujet très important et qui va certainement rythmer cette nouvelle ère de la Formule 1, cette nouvelle saison 2026 de F1 avec cette nouvelle réglementation, avec les nouveaux moteurs, les nouveaux châssis, moteurs absolument importants dans cette nouvelle ère, je le disais, 50% thermique et 50% électrique. Et Mercedes aurait, je dis bien aurait, puisque jusqu'à preuve du contraire, rien n'a été prouvé. Jusqu'à preuve du contraire, Mercedes aurait trouvé une faille ou une interprétation différente du règlement qui leur permettrait d'avoir plus de performance sur leur moteur 2026. Ça ne concerne pas seulement d'ailleurs l'écurie Mercedes en tant que telle, mais ça concerne également McLaren, Williams et notre écurie française, à savoir Alpine. On va parler de tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec le Push Mag pour commencer ce nouvel épisode. Je rappelle les amis, n'hésitez pas à réagir en commentaire sous cette vidéo, bien sûr YouTube, si vous la regardez sur Push Lab YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et également pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre à push le hype, je crois que c'est le bouton hype. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton hype sur YouTube. Et si vous êtes écoutez ça dans la voiture, en épisode de podcast, en train de faire la cuisine, en train de faire à manger ou en train de faire le ménage, ne serait-ce que ça, n'hésitez pas à noter ce podcast sur vos différentes plateformes de podcast où vous écoutez, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, et également à commenter si vous le pouvez sur la plateforme. C'est toujours bien, ça référence bien. J'ai vu notamment que Push Lab faisait partie des podcasts les plus écoutés sur Apple Podcast, donc je vous en remercie, ça fait extrêmement plaisir les amis. Bon, on rentre directement dans le vif du sujet. Nous sommes le 10 février 2026, au moment où on se parle effectivement les amis, au moment où on fait cet épisode, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actu, ne serait-ce que ça pour c'est un épisode avant le début factuel de la saison 2026 de Formule 1, à commencer notamment dans ce Push Mag. Vous le savez, on résume un peu toutes les petites actus qu'il peut y avoir tout dans le sport auto, a commencé notamment donc par Alpine, mensonge et trahison, tels sont les mots du maire de Viry-Châtillon qui accuse Renault et Alpine donc de mensonge et de trahison. C'est une prise de parole assez intense, violente et même lourde de sens. C'est le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, qui a publiquement accusé Renault et Alpine d'avoir renié leur engagement pris lors de l'arrêt du programme du moteur Renault. Je vais montrer ça pour ceux qui sont sur YouTube. Je vais vous montrer ça juste là. Voilà. Et voilà, juste là. Et je vous mets ça. J'espère que ça a fonctionné. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je vais surtout mettre ça comme ça. Ah, ça fonctionne pas. Ça fonctionne. C'est-à-dire que... Et si je fais ça et ça ne fonctionne pas. On va rester en plan large du coup. On va rester en plan large et vous allez voir ça comme ça. Le maire de Viry-Châtillon, vous le voyez justement ici, a publiquement donc accusé Renault et Alpine d'avoir renié leur engagement et pris lors de l'arrêt du programme du moteur Renault. Il a fait une vidéo et un communiqué au ton très dur. Il parle explicitement de mensonges, de reniement et même de trahison envers les salariés
historique de Viry-Châtillon, retour en arrière par rapport aux promesses qu'il y avait pu y avoir à la fin de l'année 2024, puisqu'en septembre 2024, Renault annonçait la fin du programme moteur F1 et donc l'abandon du développement et de la motorisation 2026 à Viry-Châtillon. Ça avait été un choc immense, on s'en souvient, mais accompagné d'un discours rassurant tout de même pour les employés qui souhaitaient quand même rester du côté de Viry-Châtillon. À l'époque, Renault promettait que le site deviendrait un hypertech alpine, un centre d'excellence en ingénierie et haute technologie avec des projets autour de la future supercar d'Alpine, le développement de moteurs hydrogène, les batteries et technologies électriques et notamment une présence en endurance au championnat du monde d'endurance, le WEC, et une cellule de veille F1 censée préserver un éventuel avenir de Renault en Formule 1 si éventuellement Renault voulait revenir en tant que motoriste dans les prochaines années pour la prochaine ère d'ailleurs qui commencerait à partir de 2031. Des engagements répétés devant les élus, les salariés et même sous l'égide de la préfecture de l'Essonne, puisque Viry-Châtillon est dans l'Essonne, lors de comités de suivi officiels. Et puis il y a eu un revirement de situation 1 an et demi plus tard. Aujourd'hui, le ton a radicalement changé. Le maire donc de Viry-Châtillon affirme avoir appris par la bouche de Renault que Renault s'apprêtait à renoncer à l'ensemble de ses engagements. Une annonce qui devrait être faite lors d'un comité social économique le 12 février. Dans sa déclaration d'ailleurs, le maire, donc je rappelle Jean-Marie Villain, est sans détour. Ma stupéfaction est à la hauteur de ma colère face à ce reniement et ce non-respect de la parole donnée. Il dénonce un mépris total des salariés, alors même que Renault affiche une hausse de près de 7% de son chiffre d'affaires. Alpine d'ailleurs a gagné une victoire historique en WEC il y a quelques semaines de ça, et que le groupe continue d'investir ailleurs dans le sport automobile. Pour lui, l'argument économique ne tient pas. Pour les propos du moins du maire Jean-Marie Villain, l'État a directement été interpellé par rapport à cette situation. L'État français est actionnaire majeur de Renault, il faut le rappeler. Le maire appelle donc explicitement le gouvernement à intervenir pour faire respecter les engagements pris. Il annonce également se réserver le droit de mener toutes les actions possibles aux côtés des élus locaux et des salariés pour défendre l'avenir du site de Viry-Châtillon. Alors derrière cette affaire, une question est quand même centrale. Est-ce que le site historique des moteurs F1 français est-il en train d'être sacrifié en silence? C'est l'une des grandes questions forcément. Est-ce que Viry-Châtillon va véritablement avoir un avenir au-delà de la saison 2026? Il y a même surtout un point qui est important. Il y a quelques jours avant le tournage de aujourd'hui en ce 10 février, on a appris que Alpine souhaitait, ça n'a pas été confirmé officiellement par Alpine, mais qu'Alpine souhaitait se retirer de son engagement en championnat du monde d'endurance. Ça fait écho forcément par rapport à ce qui se passe aujourd'hui du côté de chez Viry-Châtillon. Alors Alpine qui s'en va en tant que motoriste en Formule 1, je dis bien qu'à la grande limite, je le comprends vis-à-vis de l'écurie de F1 Alpine qui voulait réduire les coûts et qui voulait plus maximiser sur l'aspect performance que pouvait déployer le moteur du côté de chez Mercedes. Bon. Soit c'est une décision qui est dure à comprendre, pour être honnête, quand nous sommes dans notre prisme francophone, notre prisme français. Cependant, si on y réfléchit bien, il y a quand même des raisons qui peuvent amener à une certaine réussite pour Alpine lors de la saison 2026 de Formule 1, avec notamment le moteur Mercedes, dont on va parler juste après. Maintenant, se retirer de l'endurance, fermer Viry-Châtillon, ça, par contre, c'est problématique et c'est quand même difficile à comprendre, même du point de vue économique. Je rajoute juste un point. Il y a une chose à prendre en compte par rapport à Viry-Châtillon, c'est le nombre d'employés qui sont restés malgré l'arrêt du programme moteur Renault en Formule 1. Parce que ça, c'est un point qui est extrêmement important et que certainement Alpine et le groupe Renault n'avaient pas pris en compte. Il faut savoir, en fait, que quand il y a eu l'annonce de l'arrêt du programme du moteur Renault, il y a plein d'ingénieurs du côté de chez Viry-Châtillon qui bossaient donc sur le programme 2026 du moteur Renault. Ils ont forcément passé des entretiens d'embauche et ils ont été allés débauchés par plein d'autres motoristes aussi également et tentés d'être débauchés par plein d'autres motoristes. Sauf qu'il y en a beaucoup qui sont restés en fait finalement chez Viry-Châtillont, malgré l'arrêt du promoteur Renault, alors qu'ils sont extrêmement talentueux, et je le sais de sources sûres, de personnes qui sont dans le même cas. Je le sais parce que, ces personnes-là ont reçu des offres et ils ont choisi de rester en France et rester à Viry-Châtillon. Pourquoi? Parce que ces gens ont une famille. Et la chose, je pense que le groupe Renault avait certainement sous-estimé, c'est le fait que les gens ne soient pas partis.
les gens sont restés en fait à Viry-Châtillon. Donc, je ne sais pas, essentiellement pour être honnête, je ne sais pas ce qu'ils font du côté de chez Viry-Châtillon aujourd'hui, ces personnes-là, qui étaient quand même très investis et même assez haut placés quand même dans le programme moteur Renault F1 qu'il pouvait y avoir. Mais ces gens-là sont toujours du côté de chez Viry-Châtillon, travaillent toujours à Viry-Châtillon et sont toujours payés par le groupe Renault. Donc, du côté du groupe Renault, ils sont en mode bah ouais, mais nous on n'a plus forcément d'intérêt à rester avec Viry-Châtillon, même si c'est un site historique. Attention, je dis pas que c'est le meilleur avis, c'est je pense comme si t'étais le groupe Renault. Et on paye des gens finalement à ne rien faire, donc autant fermer. C'est un peu l'idée qu'ils ont du côté de chez Viry-Châtillon, du côté de chez Renault pour Viry-Châtillon. Bon. Maintenant, est-ce que c'est comment se développera la situation? Je suis très très curieux, mais bon, difficile d'imaginer un avenir positif pour le centre dans l'Essonne et encore une fois, alors, le programme encore une fois, mais l'arrêt du programme moteur F1, à la limite, ça vraiment, je peux le comprendre. Par contre, le programme Wake. En fait, c'est tout ce qui avait été insufflé par Laurent Rossi pour relancer la marque Alpine et notamment relancer la partie sport du côté du groupe Renault, donc qui est devenu identifié façon Alpine. Bah, tout est en train de se faire marcher dessus, tout est en train de s'arrêter, tout est en train de se faire humilier même d'une certaine manière. C'est assez violent, c'est assez dur à voir parce que c'est un pan de notre histoire du sport auto français qui est véritablement en train de s'arrêter et Alpine est en train de disparaître et le groupe Renault est même en train de disparaître de l'aspect performance que l'on peut avoir dans le sport auto. Pour la partie F1, alors oui, Alpine est toujours aujourd'hui en Formule 1, mais c'est seulement la marque en tant que telle. Il n'y a plus forcément l'aspect ingénierie que tu pourras retrouver eh bien, dans les voitures que tu peux avoir du côté du groupe Renault et notamment du côté des voitures Alpine par exemple. Donc ouais, c'est dommageable, c'est triste même d'ailleurs. Et curieux de voir comment ça va évoluer, mais je suis sûr et certain, on est tous d'accord, et vous allez certainement le dire en commentaire, il va pas y avoir forcément de bonnes nouvelles pour le centre de Viry-Châtillon, les amis. Alors, autre élément dans le push mag, Cadillac. Alors, Cadillac. Alors oui, vous avez vu, Cadillac a dévoilé sa livrée. On va le voir dans quelques instants. On va rejuger un petit peu toutes les livrées qui ont été dévoilées sur cette saison 2026 de Formule 1 pour la prochaine saison, les copains. Mais avant ça, Cadillac, information importante. Vous le savez, Cadillac, pour amorcer cette saison 2026 de Formule 1 et donc amorcer son entrée de A à Z, totale nouvelle écurie dans la catégorie du sport auto, vous le savez, ils arrivent avec des moteurs Ferrari. Projet ambitieux assumé, surtout décrit comme en avance sur le calendrier par les dirigeants de l'équipe du point de vue moteur. Oui, vous l'avez vu, Cadillac vise l'introduction d'un moteur de Formule 1 100% General Motors à l'horizon donc de 2029. Je rappelle donc que Cadillac ne sera pas immédiatement motoriste. La marque américaine débutera comme écurie cliente de Ferrari le temps de finaliser le développement de sa propre unité de puissance conçue et développée en interne par General Motors Performance Per Unit, une division créée spécialement pour la Formule 1 en Caroline du Nord. Donc ça sera un moteur qui sera créé aux États-Unis. Le message est clair, Cadillac ne veut pas être perçu comme un simple projet marketing. Dan Torres, patron de TWG Motorsports, insiste sur un point central, la propriété intellectuelle. Chaque motoriste développe sa propre technologie. Ferrari a la sienne, General Motors est en train de développer donc la sienne pour 2029. Le futur moteur Cadillac sera un pur produit General Motors à part entière, pensé dès aujourd'hui pour être compétitif en Formule 1 et non une adaptation opportuniste. L'utilisation temporaire d'un moteur client n'est donc selon lui qu'une phase de transition logique sans risque de dépendance technique. Cependant, et ça c'est un point qui est extrêmement important et j'insiste vraiment sur cet élément, c'est le timing réglementaire. Parce que peu de gens le savent, j'en ai un petit peu parlé juste avant avec la transition technologique moteur qu'il peut y avoir en 2031. Parce que là où le débat s'ouvre réellement, c'est sur le calendrier. Le moteur Cadillac est prévu donc pour 2029. Alors que la réglementation moteur qui commence cette saison donc actuelle pourrait évoluer dès 2031, voire plus tôt. Autrement dit, Cadillac pourrait investir massivement dans un moteur qui ne courrait que 2 saisons avant un éventuel changement de règles. C'est un risque, peut-être, mais pour General Motors, l'enjeu est ailleurs, exister rapidement comme motoriste en Formule 1, poser les bases techniques, humaines et industrielles et être prêt à s'adapter si les règles changent. Le discours est assumé de toute façon du côté de chez Cadillac, même si la réglementation évolue. Cadillac veut un moteur sur la grille le plus vite possible. C'est une nouvelle ère bien sûr pour la F1
là ce que l'on a aujourd'hui, mais pour Cadillac aussi, c'est l'amorce d'une toute nouvelle histoire qui doit se construire avec le moteur Cadillac qui donc arrivera à partir de 2029, ou du moins à l'horizon 2029, selon la direction. Et c'est très intelligent de la part de General Motors de penser ainsi, même si je trouve qu'il y a quand même un gros risque, parce qu'à tout moment, Cadillac, ils peuvent se voir, ah mais en fait, on va avancer à la nouvelle réglementation moteur à 2029, parce que ce qui se passe aujourd'hui, en 2026, les moteurs sont très nouveaux. Il faut se souvenir notamment, enfin nouveau, je parle pas en termes d'arrivée, hein, parce que ça c'est l'eau qui mouille, mais je parle en termes de conception de moteur qui a été difficile à mettre en place. Parce qu'en fait, souvenez-vous, tout au long de l'année dernière, ou même plutôt tout au long du début de l'année dernière, il y avait une forte, j'ai envie de dire, résonance du côté de certaines écuries, à l'exception de Mercedes d'ailleurs, qui était pas trop chaude finalement pour aller vers la réglementation moteur 2026, car elle était sensiblement trop difficile à concevoir et trop difficile à mettre en place pour les écuries. Pour certains motoristes notamment. Ferrari était pas trop chaude. Red Bull en particulier, avec la peur qu'il peut y avoir autour du moteur Red Bull Ford, n'était pas trop chaude non plus. Finalement, on a choisi de rester vers la réglementation que l'on a aujourd'hui en 2026, mais avec une ambition, au cas où si ça ne fonctionne vraiment pas cette réglementation moteur, de revenir à des moteurs plus simplifiés, enlever même notamment l'hybride sur les moteurs pour aller en 2029, donc avancer à la nouvelle réglementation en 2029. La peur que j'ai pour Cadillac, même si c'est intelligent et c'est totalement logique pour un constructeur en Formule 1, un nouveau constructeur en Formule 1, de créer sa propre unité de puissance pour avoir une totale indépendance et ne pas dépendre des problèmes que peut avoir le moteur Ferrari sur la nouvelle ère de la Formule 1, c'est de vouloir créer son propre moteur pour avoir une totale dépendance et donc être maître de son destin. General Motors veut devenir maître de son destin avec Cadillac. Non, désolé de le dire, mais si en 2029 on dit finalement en 2029 on a une nouvelle réglementation, la flemme, hein. La flemme pour Cadillac, hein. Je pense que eux ils vont bien péter un câble, hein. D'ailleurs je pense aussi à Audi. Audi ils étaient en mode nous on vient en Formule 1 parce qu'il y a cette nouvelle réglementation moteur et que ça nous plaît. Là si on leur dit en 2029 on change tout, seulement 3 ans après la rentrée en Formule 1, giga flemme aussi pour eux, hein. Je pense que juridiquement, ça va bien se battre. Ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà un petit peu pour Cadillac. Et puis, pour terminer ce push mag, les amis, pour terminer ce push mag, je voulais vous montrer un petit peu, elles sont là. Image, nouvel onglet, voilà. Là, et on va se mettre comme... Oui, on va se mettre comme ça. Là, les nouvelles livrées. Donc, les livrées de cette saison 2026 de Formule 1 pour ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont en podcast, on va en parler. Les livrées, donc, pour cette nouvelle ère de la Formule 1, cette nouvelle saison. Toutes les livrées ont été dévoilées avec en fin de balle Aston Martin, non sans douleur, hein. Pour ceux qui étaient sur live d'Aston Martin hier, ça a été catastrophique, hein. GP2 Engine, hein, pour Fernando Alonso encore une fois. Maintenant, il faut espérer que cet Aston soit rapide, bien mieux que la réalisation de ce live, hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Mais ouais, je trouve que les livrées sont vraiment réussis cette année. Je salue encore une fois Red Bull qui a osé entrer dans cette nouvelle ère de plein pot en changeant sa livrée qu'on pouvait avoir traditionnellement depuis 2016 quasiment d'ailleurs. Là, on a enfin une livrée différente avec un certain sentiment électrique d'ailleurs avec le bleu plus clair autour notamment de Red Bull Ford. On sent la nouvelle impulsion dans la nouvelle ère. Racing Bulls d'ailleurs, livré qui a le même esprit mais qui a également changé et ça c'est trop cool. Du côté de chez Haas, l'arrivée en tant que sponsor titre de Toyota se fait clairement ressentir. On a vraiment une très belle voiture du côté de chez Haas. Audi aussi. Audi sérieusement c'est... Il y en a qui sont pas contents de la livrée d'Audi. Moi, je trouve qu'elle est très belle, cette livrée. Et totalement dans l'esprit sobre que l'on peut avoir du côté du constructeur allemand pour sa première saison en Formule 1. Mercedes aussi. De toute façon, ce sera la voiture championne du monde. Donc bon, elle est belle parce qu'elle va être rapide. Ferrari, je trouve... Alors, au début, j'étais en mode... Mais finalement, Ferrari, très belle livrée quand on la voit en piste. Et je voudrais qu'on arrête le débat avec HP, les amis. Ouais, les gars, vous êtes durs avec HP, hein. C'est bon, tous les 4 matins, on entend oui, HP, ça dégueulasse la livrée. Pas du tout. Enfin, je trouve que le HP est très bien incorporé et que je trouve que le bleu HP en particulier, c'est le bleu qu'on avait naturellement de base, de toute façon, chez Ferrari dans l'histoire.
Donc bon, les premières Ferrari étaient bleues, donc ce bleu en particulier, enfin les ingénieurs du côté de chez Ferrari étaient dans combinaison bleue. Moi, je trouve que ça, c'est très beau. Voilà, la livrée est très belle, et même avec le HP en particulier. Ouais, unpopular opinion, je pense. L'Alpine aussi, très belle voiture. Alors là, la livrée Alpine, moi j'ai la vision, vous ne l'avez peut-être pas, mais vous allez certainement avoir la vision. Alors oui, il ne change pas énormément par rapport à la livrée de l'année dernière, mais déjà l'année dernière, moi j'aime bien la livrée. Juste la voiture n'était pas rapide, donc elle était pas belle. Là, elle va être rapide et belle, grâce au moteur Mercedes. Williams, en tout cas, belle livrée Motor Source Manager. Voilà, je pense que c'est ça, hein, du côté de chez Williams, hein, particulièrement. On n'est pas allé sur... c'est pas une livrée qui marquera l'histoire de Williams, ça c'est sûr et certain. McLaren, important de se reposer après n'avoir rien fait. Même livrée, j'ai pas grand chose à dire. C'est une belle livrée, mais un peu déçu qu'on ne soit pas un peu fait comme Red Bull, ou on est rentré dans la nouvelle ère avec un véritable peps. Aston Martin, très belle voiture aussi. Moi j'aime beaucoup cette sobriété et ce vert iconique British Gun Racing que tu peux avoir du côté de chez Aston Martin. Donc pour moi la livrée est réussie. Juste améliorer votre réalisation, ce sera bien pour tout le monde. Et Cadillac. Alors Cadillac, je voulais terminer presque le meilleur pour la fin, ou la meilleure livrée pour la fin, parce que cette livrée asymétrique, bravo, ça c'est audacieux. Vous marquez votre entrée dans votre entrée en Formule 1. C'est une première historique. La vidéo de Cadillac pour annoncer cette livrée avec cet esprit conquête spatiale, avec le discours de John Fitzgerald Kennedy, président à l'époque, qui avait lancé l'objectif de la Lune pour les États-Unis. Franchement, tout est beau, tout est masterclass, et je trouve que cette livrée est véritablement réussie, même si ça fait penser d'ailleurs aux livrées West qu'on pouvait avoir du côté de chez McLaren par le passé. Mais ouais, franchement, cette livrée réussie pour moi du côté de chez Cadillac, et bon, malheureusement ce sera dernier, mais, mais au moins ils ont une belle livrée, ça c'est beau. Voilà les amis, voilà un petit peu pour les livrées. Bon, entrons dans le vif du sujet, les copains. Oui, vous l'avez compris. Alors, attendez, j'ai envie de dire, petit aparté sur Andrea Kimi Antonelli, qui a eu un accident de voiture. Alors, je tiens à rassurer directement, il va très bien. Tout va très bien, il vient participer au test. Mais il a eu un accident de voiture avec une Mercedes édition limitée. Bon, un petit peu... j'ai vu ça ce matin, juste avant le début de l'épisode, mais je voulais en parler. Mais voilà, c'est au moins, Andrea Kimi Antonelli va bien, et c'est le plus important, et plus de casse matériel qu'autre chose, et à la limite ça on s'en fiche, mais voilà, l'important c'est ça, qui va bien, et qui sera là donc pour les essais hivernaux qui vont commencer mercredi, pour Mercedes en particulier, parce que oui, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, on en parlait, George Russell et surtout Toto Wolff vont être au cœur des débats sont au cœur des débats de toute façon désormais. Chaque nouvelle ère de la Formule 1 commence toujours de la même manière, un règlement inédit, des zones grises et une seule obsession pour les équipes, aller le plus loin possible sans jamais franchir la ligne rouge de la tricherie, de l'illégalité. En F1, tricher n'est jamais la bonne expression. Ici, on parle plutôt d'interprétation, de lecture fine du règlement et parfois de génie borderline. Et en 2026, au cœur de cette nouvelle révolution moteur, un nom revient avec insistance: Mercedes. Selon plusieurs sources, le motoriste allemand aurait trouvé un moyen d'exploiter une faille très précise du règlement sur le taux de compression. Un moteur parfaitement légal lors des contrôles officiels, mais potentiellement beaucoup plus performant une fois en température, une fois en température et donc en conditions réelles de roulage. Résultat, les rivaux s'agitent, sont en train de grogner. Ferrari, Audi, Honda et désormais Red Bull Ford poussent pour un changement immédiat des règles, des réunions d'urgence avec la FIA, des discussions en coulisses, sans Mercedes bien sûr, et une pression énorme à l'approche de l'homologation définitive des moteurs qui arrivera dans quelques jours, car si Mercedes a vu juste, l'avantage pourrait être colossal et surtout impossible à corriger sans bouleverser toute la hiérarchie avant même le premier Grand Prix de la saison qui arrivera le 8 mars du côté de l'Australie, 8 mars si je ne me trompe pas. Alors la question est simple mais explosive quand même. Mercedes a-t-elle contourné l'esprit du règlement? Peut-on parler de tricherie ou simplement d'une interprétation brillante, validée même elle-même par la FIA? Parce que ça c'est un point important du dossier. Et surtout, est-il déjà trop tard pour réagir avant le premier Grand Prix de la saison du côté de Melbourne? On remet tout à plat, on démêle le vrai du fantasme et on analyse ce que cette affaire peut changer pour cette première saison de la toute nouvelle ère de la Formule 1. Alors pour expliquer un petit peu comment ça va se passer, parce que j'aime bien la transparence,
On va plutôt remettre tout à plat dans un premier temps, comprendre ensemble ce qui est véritablement reproché à Mercedes. Et ensuite, on va être un peu plus dans l'opinion. Et je pense comprendre que mon opinion va certainement en froisser plus d'un. Et oui, enfin surtout ceux qui ne sont pas fans de Mercedes. Les rivaux, quoi. Bon, comprenons l'affaire ensemble. Avant de parler de tricherie ou de scandale, il faut d'abord comprendre où se situe exactement le problème. Avec la réglementation moteur 2026, la F1 impose un taux de compression maximale de 16 pour 1. C'est une baisse d'ailleurs par rapport à l'ère précédente, où on était autour de 18 pour 1, et l'objectif était très clair, moteur plus accessible, des coûts maîtrisés, et un terrain de jeu plus équilibré entre motoristes. Le taux de compression, c'est le rapport d'ailleurs entre le volume du cylindre quand le piston est en bas, donc le point mort bas, et le volume du haut du cylindre, quand le piston est en haut, donc le point mort haut. Donc en gros, ça fait quand ça fait tac, 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 tac. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est marrant, quand vous voyez. Ceux qui sont en podcast, désolé, vous entendez que des tac, tac. Exemple concret. Si l'air carburant est comprimé de 16 volumes vers 1, tu as un taux donc de 16 pour 1. Si tu passes à 18 pour 1, le mélange est beaucoup plus comprimé avant l'explosion. En gros, c'est ça. Augmenter le taux de compression, c'est important de le prendre ça en compte, apporte 3 gains majeurs. L'explosion plus violente, donc plus le mélange est comprimé, plus la combustion est rapide et la pression maximale dans le cylindre est élevée. Résultat, ça donne plus de force sur le piston, donc plus de couple et de puissance. Meilleur rendement thermique, un moteur à fort taux de compression transforme davantage d'énergie thermique en énergie mécanique, gaspille moins d'énergie sous forme de chaleur. Donc en F1 2026, où l'efficacité est centrale, c'est un énorme avantage stratégique aussi. Et une synergie parfaite forcément avec l'hybride de 2026, parce qu'avec une puissance électrique très élevée et un moteur thermique plus sobre, un moteur plus compressé permet de brûler moins de carburant tout en gardant une puissance élevée. Et c'est exactement ce qu'on recherche de toute façon dans l'efficacité dans la F1 2026. Et pourquoi maintenant ça peut être un avantage monstrueux, vous l'avez compris, avec plus de couple et plus de puissance. En gros, ça peut donner une puissance d'environ, alors ça dépend des... J'ai lu beaucoup de choses, mais en fait, ça oscille entre une puissance plus élevée par rapport à ce qu'on avait de base en 2026, une puissance plus élevée de 15 à 20 chevaux. Voilà. Mais ça peut même, par exemple à Melbourne, faire gagner 3 dixièmes au tour. Voilà, au moins. Avantage qui serait impossible à copier rapidement si on restait en l'état actuel des choses. Et surtout, ce n'est pas un simple réglage pour ce choix et cette faille dans l'interprétation du règlement. Ce sont des choix de matériaux, de géométrie, de conception interne, des éléments figés par l'homologation moteur qui arrivera. Et ça, c'est une information importante à prendre en compte. Ça arrivera le 1er mars, l'homologation des moteurs. Ça veut dire que nous sommes le 10 février. Les écuries, au moment où on se parle, les rivaux de Mercedes, n'ont plus qu'une vingtaine de jours pour convaincre la FIA de changer sa philosophie d'attaque vis-à-vis de la nouvelle réglementation moteur. Pour se dire que c'est la merde. Donc, comme souvent en Formule 1, le diable se cache dans les détails du règlement. Comment d'ailleurs aujourd'hui le taux de compression est contrôlé ? Le règlement précise une chose très importante. Les contrôles du taux de compression sont effectués à température ambiante et lors des tests statiques. C'est là que la polémique démarre. Parce que, en gros, je le disais en introduction, selon plusieurs sources du paddock, Mercedes aurait donc trouvé une solution permettant de respecter parfaitement la limite de 16 pour 1 lors de ces tests, donc statique et à température ambiante, mais d'atteindre un taux de compression plus élevé lorsque le moteur est chaud en conditions réelles de roulage. Donc, si on croit ce qui est écrit là, ça veut dire que quand Mercedes est testé, ils sont totalement dans la légalité, mais s'ils étaient testés, lors de contrôles en piste à température de conditions de piste et donc quand le moteur tourne, ils seraient dans l'illégalité. Attention, j'insiste bien sur il serait. Donc conforme sur le banc, potentiellement différent en piste. Et surtout, sans enfreindre, noir sur blanc, le règlement actuel. Ce qui est beau avec à chaque fois ce que l'on peut avoir en Formule 1. Il y a la règle et il y a l'esprit de la règle aussi d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, donc vous l'avez compris, il y a la fronde de la concurrence. Parce que face à cette suspicion, plusieurs motoristes sont montés rapidement au créneau. D'ailleurs, dès la mi-décembre, d'ailleurs, ça a commencé à sortir cette histoire-là. Ferrari, Audi et Honda envoient même une lettre commune à la FIA pour demander des éclaircissements. Des réunions se sont enchaînées, à une avec des experts techniques, une autre au sein du Power Unit Advisory Committee, donc le comité qui gère la gestion de la réglementation au niveau des moteurs.
Parce qu'il y a quelque chose de très drôle quand même dans cette histoire-là. Il faut comprendre comment d'autres motoristes ont été mis au courant de cette histoire-là. Parce que c'est vrai que comment en fait Audi, Ferrari, Honda et même Red Bull ont été mis au courant que Mercedes était en train de faire ça. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaillait du côté de chez Mercedes, qui a tout balancé visiblement du côté de chez Red Bull. Donc du coup, Red Bull, eux, ils se sont dit « Ah, mais c'est une super idée si on allait faire ça !» Sauf que Red Bull n'a pas fait ça. Red Bull a trouvé que c'était trop compliqué à faire, peut-être même trop risqué. Ils se sont dit « Non, on va rester on va rester dans le moteur Red Bull Ford qu'on allait faire. » Donc en fait, c'est un ingénieur Mercedes qui aurait transmis à Red Bull la trouvaille de l'équipe allemande sur la compression de son moteur. Et l'équipe autrichienne donc n'aurait pas réussi à copier ce système, mais respecterait donc la limite de compression imposée à la FIA, à l'inverse, potentiellement, de Mercedes. Mais à ce stade, aucun changement n'est acté, les règles restent telles qu'elles sont écrites, pourtant en coulisses la pression augmente. L'idée des rivaux, aujourd'hui, ce serait de changer la méthode de contrôle. Les concurrents de Mercedes tentent désormais autre chose, c'est-à-dire faire évoluer la procédure de vérification sans forcément toucher à la valeur du taux de compression. Plusieurs pistes d'ailleurs sont évoquées. Notamment, ils espèrent que la FIA acceptera de mesurer le moteur lorsqu'il est chaud dans les stands et utiliser même des capteurs embarqués pendant le roulage. L'objectif, en gros, il est là, c'est vérifier ce que fait réellement le moteur en conditions d'exploitation à froid et pas seulement à froid. Le tournant dans la situation, maintenant, c'est que je vous l'avais dit au début, c'est que la fronde, au début, elle l'était seulement avec Ferrari, Honda et Audi. Donc ça faisait 3 motoristes sur 5. Maintenant, le revirement de situation, c'est Red Bull Ford. Parce que là où l'affaire devient plus politique et prend un véritable tournant, c'est qu'aujourd'hui, Red Bull Racing semble se rapprocher du camp des contestataires. Parce que au début, sur la partie moteur, donc Red Bull Ford, ils ne disaient véritablement rien de leur côté. Red Bull ne se mêlait pas de cette histoire, sans doute aussi parce qu'il y avait des suspicions qu'ils utilisaient la même technique sur la compression de leur nouveau moteur. Mais là où tout a basculé ces derniers jours, c'est que Red Bull donc s'est joint aux autres motoristes, à savoir Ferrari, Audi, Honda. Avec Red Bull, et ça c'est important, ça fait désormais 4 motoristes sur 5 ensemble contre donc Mercedes. Et ce chiffre est véritablement capital parce qu'une modification immédiate du règlement moteur nécessite dans un premier temps l'accord de 4 motoristes. Ça crée sur le papier une super majorité. Donc, dans un premier temps, on a un début d'éléments possibles de changement de réglementation, de test vis-à-vis de la suspicion qu'il y a autour de Mercedes. Maintenant, c'est là que ça se complique. Parce qu'il faut désormais, en plus de ça, le soutien de la Formula One Management, donc la FOM, donc la Formule 1 en tant que telle, et la FIA. Et ça, c'est une toute autre histoire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'ici, Mercedes n'avait jamais été inquiété auparavant. N'avait jamais été inquiété par la FIA, n'avait été toujours prétendument, en fait, pressenti plutôt, comme étant le motoriste qui allait faire le meilleur moteur pour 2026. Et ça, je vous parle même ça des premières, j'ai envie de dire, suspicions, du moins dans la légalité, mais des premières interrogations vis-à-vis de ça. On parle de ça même en 2024. En 2024, on disait, oui, Mercedes est en train de faire le meilleur moteur. Et il n'y avait eu que ça qui avait été dit depuis 2024. Et là, maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, il y a carrément des suspicions d'illégalité sur le moteur Mercedes. Mais pendant la conception de ce moteur 2026, tout au long notamment, véritablement de l'année dernière, rien, je dis bien, rien n'était contre Mercedes. Rien ne disait que Mercedes était dans l'illégalité. Parce que tout au long de la création de leur moteur 2026, Mercedes était constamment en lien avec la FIA pour s'assurer que le moteur était dans la légalité. Constamment, Mercedes était main dans la main avec la FIA. Et c'est un point fondamental dans la défense de Mercedes. Tout a été discuté en amont avec la Fédération internationale de l'automobile. Je le répète, j'aime bien dire ce terme, Mercedes était main dans la main pendant toute la conception de son moteur avec la FIA, avec l'instance dirigeante. Selon Toto Wolff, même, les échanges avec la fédération ont été constants tout au long du développement du moteur 2026 et pas seulement sur le taux de compression, mais sur l'ensemble du concept moteur. Mieux encore, Toto Wolff affirme que cette interprétation du règlement a été validée au plus haut niveau, y compris par le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem. Autrement dit,
elle a avancé, encore une fois, main dans la main avec l'instance dirigeante. Donc, alors que les autres motoristes grognent contre le moteur Mercedes, la FIA avait initialement donné son feu vert à ce moteur Mercedes quand ils avaient été informés du projet de l'écurie allemande. Donc, gros problème jusqu'ici, la FIA soutient l'interprétation de Mercedes. Toto Wolff affirme que cette lecture est validée au plus haut niveau de la FIA. Elle considère que le règlement est clair, les contrôles doivent se faire à température ambiante et que Mercedes respecte exactement cette procédure. Et je vais même aller plus loin, les règles 2026 des contrôles que l'on peut avoir aujourd'hui ont même été précisées en octobre pour renforcer ce point et éviter toute autre interprétation du règlement. Et le point crucial, et j'en ai parlé juste avant, l'homologation des moteurs a lieu le 1er mars. Nous sommes le 10 février. Donc, aujourd'hui, oui, je pense qu'on peut le dire, Mercedes est d'une certaine manière protégée. Et c'est pour ça que là, on va plutôt parler maintenant, on a tout. Vous avez, s'il y en a qui n'avaient pas forcément compris la problématique qu'il peut y avoir aujourd'hui autour du moteur Mercedes et de toute la polémique et le scandale qui est forcément en train de se passer du côté de la Formule 1. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi et vous comprenez mieux tout ce qui est en train de se passer et la véritable problématique. Mais maintenant, parlons de l'opinion. Parce qu'à l'instant où on se parle, il faut être clair, Mercedes n'est pas hors la loi. Jusqu'à preuve du contraire, Mercedes n'a pas triché. Oui, ses rivaux estiment qu'elle exploite une zone grise. Voilà, on est dans une exploitation de zone grise. Oui, cette zone grise peut créer un avantage énorme dès le début de la saison 2026. Et oui, la question mérite d'être posée. Interprétation brillante ou esprit du règlement détourné? Mais en vrai de vrai, cette question, elle arrive trop tard. Elle arrive beaucoup trop tard. Parce que tout ce qui compte en Formule 1, c'est ce qui est écrit, contrôlé et validé. Le moteur Mercedes, aujourd'hui, il passe les contrôles. Il respecte la procédure qui a été définie par le règlement et surtout, personne n'a été capable de prouver que ce moteur Mercedes 2026 a été illégal. Peu importe que ces contrôles soient effectués à température ambiante, c'est la règle et Mercedes la respecte. Il y a aussi un point fondamental que nous oublions trop souvent. Pendant toute la conception, et je le rappelle encore une fois, pendant toute la conception du moteur 2026, Mercedes a travaillé en lien direct avec la FIA. Donc ça veut dire que l'instance dirigeante en a été informée, elle a donné son feu vert, elle a validé l'interprétation et la conception de ce moteur 2026. Alors soyons sérieux une seconde. Vous pensez vraiment que cette même FIA, aujourd'hui, va changer les règles sur un élément qu'elle a même elle-même approuvé pendant des mois? Impossible. C'est juste impossible. Et puis encore, un revirement serait même extrêmement dangereux juridiquement parce que Mercedes pourrait légitimement se retourner contre la FIA en disant « Attendez, vous changez les règles pour nous alors que pendant des mois, vous étiez en train de dire « Ah non, mais votre moteur, il est totalement légal. Non, mais ce que vous faites, c'est très bien. Continuez, c'est très bien ce que vous faites. » Donc même juridiquement, ce serait très dangereux vis-à-vis de la FIA de faire un revirement de situation vis-à-vis d'un moteur qu'ils ont eux-mêmes validé. C'est ça en fait la grosse problématique. Et je vais même aller plus loin, c'est Nicolas Tombaziz, qui est dans la conception de la réglementation 2026, qui travaille à la FIA. Il peut dire ce qu'il veut, notamment il y a une vidéo, je trouve qu'elle est très bien cette vidéo d'ailleurs, de la FIA qui a sorti une vidéo expliquant la nouvelle réglementation 2026 qui est non pas une vidéo qui est une vidéo de discussion comme un podcast où on voit beaucoup de transparence et notamment on en parle dedans de la situation de la compression qui est du moteur 2026 avec une déclaration qui est importante. Ils veulent du côté de la FIA éviter toute polémique et ils veulent mettre fin à la polémique sans citer Mercedes, mais mettre fin à la polémique de la compression moteur. Alors c'est bien beau tout ça, mais ils pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Parce que Mercedes a bloqué la FIA. Ou du moins, la FIA a été bloquée par peut-être leur manque d'investigation, je dirais ça, où ils n'ont pas assez regardé le moteur Mercedes si effectivement il est dans l'illégalité. Donc là on dépasse en fait finalement le sport et je pense qu'on va surtout rentrer dans le chaos si demain la FIA dit à la Mercedes non on va faire des nouveaux contrôles mais des contrôles qui n'étaient pas prévus dans la réglementation.
Bah là, on est dans le chaos. Hein. Donc, nous sommes le 10 février, les moteurs sont quand même homologués le 1er mars. Il est strictement impossible pour Mercedes, d'ailleurs, de modifier ce moteur à ce stade. Et je vais juste rappeler une chose. Mercedes, ce sont 4 équipes. 8 voitures sur la grille. 2 Mercedes, 2 Alpine de Williams et il m'en manque une. 2 McLaren, des écuries championnes du monde en titre quand même. Hein. Une écurie championne du monde en titre, pardon. Et un pilote champion du monde en titre aussi, également. Donc changer les règles maintenant, ce serait déséquilibrer tout le championnat, pénaliser ceux qui ont respecté le cadre et créer une crise réglementaire absolument majeure. Donc, on veut éviter toute controverse du côté de la FIA, comme le dit Nicolas Tombaziz, mais la vraie question est simple, c'est que peut encore faire la FIA aujourd'hui sans provoquer le chaos ? Bah, honnêtement, probablement rien. Et c'est pour ça que, qu'on aime ou non Mercedes, il faut reconnaître une chose, ils ont joué avec les règles, ils les ont comprises, et surtout, ils ont aujourd'hui gagné dans l'interprétation du règlement. On verra ce qui se passera à Melbourne. Ça se trouve, l'interprétation du règlement ne changera pas forcément grand-chose dans la bataille avec Ferrari ou même avec Audi et Aston Martin Honda. Mais à l'heure actuelle, dans l'interprétation du règlement, eux, ils se sont dit qu'il y a quelque chose potentiellement à exploiter. À l'heure actuelle, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas s'ils l'ont fait ou pas. Attention. Je rappelle que Toto Wolff a quand même été assez vindicatif et assez énervé contre les autres motoristes qui ont commencé à attaquer Mercedes. Il leur a dit, bah écoutez, faites des réunions, faites ce que vous voulez, mais nous en gros, on a mieux travaillé. Et moi, j'apprécie beaucoup cette déclaration de Toto Wolff, parce que, je le redis encore une fois, hein, mais Mercedes ça n'a pas été prouvé que Mercedes était dans l'illégalité. Point. Au moment où on se parle, le moteur Mercedes est totalement dans la légalité. Et moi, en fait, la Formule 1 a toujours été comme ça. A toujours été comme ça. Trouver les failles du règlement pour aller le plus vite possible, pour gagner en performance. Et aujourd'hui, ce que fait Mercedes, prouver qu'ils ont tort. Ok, très bien. Sincèrement, si Mercedes est prouvé à être dans l'illégalité, je changerai d'avis. Je dirais, bah, s'ils ont triché, ils ont triché. Voilà, point, c'est tout. Pendant, là, à l'heure actuelle, ils n'ont pas triché. Donc, comme ils n'ont pas triché, je dis juste, bah, les autres ont qu'à se plaindre. Ok, pas de souci. Juste pour l'instant, ils ont fait le meilleur travail. Voilà. C'est plutôt là où je vais en venir. Ils n'ont pas triché, ils ont été juste plus intelligents, plus rigoureux, pas du tout, plus rigoureux et mieux préparés que les autres. Et en Formule 1, c'est exactement comme ça que l'histoire s'écrit. Et je vais peut-être me répéter un petit peu, mais c'est juste un peu plus pour donner mon opinion. Et je vous invite à donner vos avis en commentaire, parce que je sais pertinemment que là, vu ce que je suis en train de dire, il y a des fans de Ferrari qui vont arriver et qui vont être en mode c'est pas bien, ils ont triché, ainsi de suite. Ce que je peux comprendre, encore une fois, je suis pas d'accord. Moi, là, ma vision, c'est que il y a deux visions. Le fait que Mercedes, dans un premier temps, a été plus intelligente, et comme ils ont été plus intelligents, ils ont trouvé une faille du règlement, et si effectivement ils ont réussi à trouver cette faille, bah, ils vont gagner en performance sans véritablement être prouvé qu'ils ont triché. Bon, encore une fois. Mais moi, en fait, c'est surtout un truc que les écuries réclament une chose qui est juste impossible. En fait, aujourd'hui, il faut vraiment véritablement comprendre ça. Il est impossible pour la FIA d'interdire les moteurs Mercedes. Parce qu'il est trop tard. Il est véritablement trop tard. Ce que je veux faire comprendre, c'est que comment vous voulez que la Fédération internationale de l'automobile, que la FIA, stoppe un moteur qu'ils ont eux-mêmes validé. Mercedes a été extrêmement intelligente sur un point. Tout au long de la conception de leur moteur 2026, ils ont été main dans la main avec l'instance dirigeante. Ils ont tenu au courant tout au long de la conception de ce moteur 2026, qui était annoncé de toute façon surpuissant du côté de chez Mercedes. Ils ont tout le temps mis au courant des évolutions de ce moteur 2026, la FIA. Donc maintenant, est-ce que vous imaginez une seule seconde la FIA dire à Mercedes votre moteur qu'on a validé tout au long de l'année 2025 pour 2026, ah bah finalement, il est pas bon, on a des suspicions comme quoi il est pas bon, donc on va changer les règles de contrôle. Attendez, on marche sur la tête. Et je rajoute même une chose, pour moi c'est impossible que ça arrive, et j'ajoute même une chose. Mercedes, c'est 4 écuries, 8 voitures, dont une écurie qui est championne du monde en titre pilote et constructeur, McLaren. Et que Mercedes, bah eux de leur côté ils sont en mode
Mercedes est même annoncé comme ayant la meilleure voiture et donc le meilleur moteur aussi également, ça bien sûr. Mais est-ce que vous imaginez une seule seconde que là nous sommes le 10 février, que le moteur de Mercedes, alors que l'homologation des moteurs arrive le 1er mars, que la FIA dise à Mercedes: ah, nous sommes le 10 février, là dans moins de 20 jours il y a l'homologation des moteurs qui va arriver, on n'est plus qu'à un peu plus d'une vingtaine de jours du premier Grand Prix de la saison, changez votre moteur. Oui, bah oui, super, ce même moteur que la FIA a validé tout au long de la conception en 2025. Oui, bah oui, là, mais c'est vrai. Donc non, c'est juste impossible. C'est juste impossible que la FIA soit dans une sanction sur les moteurs de Mercedes pour 2026. Qu'importe ce que dit Ferrari, Audi, Honda et même Red Bull Ford par rapport à la conception des moteurs 2026 de Mercedes, ça ne pourra pas changer. Si demain, alors imaginons ne serait-ce que ça, mais si demain la FIA dit à Mercedes on arrête les moteurs, on arrête vos moteurs, ils sont pas bons, mais alors déjà, encore une fois je le répète, mais juridiquement, je pense que Mercedes va attaquer la FIA en disant bah, pourquoi vous nous dites non alors que vous avez accepté ce moteur. Et en plus de ça, c'est un cataclysme réglementaire pour la Formule 1 parce que vous avez vous avez 4 écuries qui seront à l'arrêt et qui n'auront pas de moteur. Zak Brown, patron de McLaren, l'a dit au reveal de la MCL 40. Peu de chance que ça arrive. Bah oui, peu de chance que ça arrive, parce que sinon c'est le sport qui est à terre. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, bravo Mercedes. Bravo Mercedes, parce que vous avez trouvé potentiellement une faille dans le règlement qui est impossible à prouver que vous soyez dans l'illégalité. Donc dans ce fait-là, bravo. Parce que vous avez certainement créé un moteur qui va être extrêmement performant et qui va être parfaitement dans la légalité jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Et aujourd'hui, Mercedes a bloqué la FIA. Et ça, c'est d'une certaine manière, c'est l'histoire même de la Formule 1. C'est-à-dire trouver la faille et une bonne interprétation du règlement pour aller le plus vite possible. Voilà. Et qu'importe ce que dit Ferrari, Audi et Honda et même Red Bull Ford, bah ouais, mais il fallait réagir avant. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Il est trop tard. On aurait eu la même histoire milieu 2025 pour 2026. À la limite, je pense que le discours aurait véritablement changé de mon côté. Je serais en mode, bah oui, bon, là, voilà, heureusement pour Mercedes, là, ils ont été gaulés, entre guillemets, encore faudrait-il le prouver, que fin 2025 et début 2026. Mais là, maintenant, c'est trop tard. Tu peux rien faire. Et même pour les fans de Ferrari qui critiquent qui peuvent critiquer mon avis, même les fans de d'autres écuries, qui sont pas forcément d'accord avec moi. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord, mais on peut juste discuter. Ferrari en 2019, qui avait visiblement un moteur qui était dans l'illégalité au point d'être non pas sanctionné, mais d'être imposé de changer la conception de son moteur pour le débit à cause d'un trop fort débitmètre. C'était pour 2020. Bon, tricherie. C'était de la tricherie pour 2019. Voilà, ça faisait partie d'un cas de tricherie. Et Ferrari a été gaulé sur ce point. Et il y a eu un accord secret entre la FIA et justement la Scuderia Ferrari. Ça, pour moi, désolé, mais ça c'est un plus gros scandale de faire un accord secret avec la FIA. On dit rien de ce qui s'est passé pour ensuite, on fait comme si rien ne s'était passé, juste Ferrari a fait une saison 2020 catastrophique. Voilà. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'il peut y avoir? La flexibilité des ailerons, c'est à peu près pareil aussi. Flexibilité des ailerons, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la conception des moteurs 2026 du côté de chez Mercedes, ce dont ils sont soupçonnés, à savoir, on peut voir quelque chose, mais on peut pas le vérifier. En gros, c'est ça. Ce qui se passe avec Mercedes. On voit quelque chose, on peut pas le vérifier. Donc, finalement, légal. C'est un peu ça. Mais, regardez, il y a plein de choses dans l'histoire de la F1. Je prends la Benetton de 1994 avec Michael Schumacher qui devient champion du monde avec une voiture qui a été, je crois, il me semble... Non, la Williams. Même, je crois que la Benetton aussi a été jugée illégale par la suite. La Williams également, avant que Ayrton Senna en 94 ne signe, mais les années auparavant, en 93 notamment, avec Alain Prost, la voiture a été extrêmement performante, je crois, avec l'électronique qui arrivait. Mais c'est un système qui avait été jugé illégal par la suite. Alors je dis pas que c'est la même chose que la conception moteur que l'on peut avoir du côté de chez Mercedes 2026, mais je dis juste que ça fait partie des éléments qui ont marqué l'histoire de la Formule 1 par des systèmes qui ont été jugés par la suite illégal. Donc c'est ça, c'est que dans l'histoire de la F1, on a toujours vu des écuries, des ingénieurs, des designers,
des têtes pensantes, penser pour pouvoir être le plus performant et créer une voiture la plus performante possible en utilisant toujours une interprétation du règlement. Toujours à aller dans une zone grise. Il y a la règle et l'esprit de la règle. C'est pour ça notamment que vous avez... Ça c'est un point intéressant aussi que je vais évoquer. En Formule 1, vous avez deux règlements, le règlement technique et le règlement sportif. Souvenez-vous, les écopes de frein de Racing Bulls, c'était en 2020 avec la Mercedes Rose. On avait notamment jugé que les écopes de frein étaient sensiblement les mêmes entre la Mercedes de l'année passée et la Racing Point de 2020. Et de toute façon, on voyait que c'était la même voiture d'ailleurs. Mais bon, on regardait sur les écopes de frein et on se disait, putain, c'est quand même les mêmes. Et bah du coup, sur le règlement technique, et bah Racing Point n'avait pas été jugé coupable. Par contre, du point de vue sportif, Racing Point avait été jugé illégal. Parce qu'il y a ces deux règlements-là. Du point de vue technique, tout est OK. Par contre, du point de vue sportif, c'est pas cool. Et ça, c'est un point important dans l'ère de la Formule 1 et dans l'histoire de la F1. C'est que comment on juge Mercedes aujourd'hui. Et là, mon avis est un peu différent et va être un peu paradoxal, je pense, par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Du point de vue réglementaire technique, ça peut être jugé jusqu'à preuve du contraire légal, mais du point de vue sportif, je suis d'accord, pas fou. Je suis d'accord, c'est pas fou. Si c'est jugé, si c'est encore une fois, faudrait-il prouver, j'insiste bien là-dessus parce que à l'heure actuelle, le moteur Mercedes, c'est légal. Mais partons du principe que il y ait une potentielle illégalité. Allez, ah oui, du point de vue sportif, bah, c'est pas fou, quoi. C'est-à-dire que les autres sont en mode, bah, c'est pas très fair-play de aller au bout de l'interprétation du règlement. Je dis pas que ce que fait Mercedes est mal, et je dis juste que du point de vue sportif, bah ouais, c'est pas fou, quoi. Voilà, c'est pas incroyable. Et je pense que là, pour le coup, beaucoup seront d'accord sur ce point-là. Ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas en accord avec Mercedes. Bon, par exemple, je pars du principe que Mercedes, bah, ils ont raison de faire ça. Même si sportivement, bah, c'est pas fou. Ils ont raison de faire ça parce que si on peut pas prouver que quelque chose est illégal, autant le faire. Surtout dans le sport, en particulier en Formule 1. Je parle vraiment du sport et de la Formule 1. Voilà. Si on prouve pas qu'ils sont dans l'illégalité, autant continuer à y aller. Donc voilà, par rapport à mon avis, autour justement de Mercedes et de cette situation. Je vous invite à donner vos avis en commentaire. Pour conclure, c'est vrai, cette partie, le vrai problème n'est finalement pas Mercedes. Au final, cette affaire pose une question beaucoup plus large que Mercedes. Parce que si on enlève l'émotion, le bruit médiatique et la police et la pression d'ailleurs politique, les faits sont simples. Le moteur Mercedes est totalement dans la légalité, il respecte les contrôles, il a été validé par la FIA et personne n'a été capable de prouver le contraire. Alors non, Mercedes n'a pas triché, elle a lu le règlement, elle l'a compris même d'ailleurs, et elle l'a exploité mieux que les autres. Le vrai problème, ce n'est donc pas Mercedes, le vrai problème, c'est un règlement qui laisse exister d'ailleurs une zone grise aussi sensible dans une ère où chaque détail peut décider d'un championnat. Aujourd'hui, la FIA est face à un mur. Changer les règles maintenant, c'est provoquer un chaos sportif, juridique et politique. Ne rien faire, c'est accepter qu'un constructeur ait pris une longueur d'avance dès le départ. Mais dans tous les cas, Mercedes a déjà gagné une bataille essentielle, celle de l'anticipation, et l'histoire nous l'a déjà montré. En Formule 1, les grandes dominations ne commencent pas toujours sur la piste, elles commencent souvent dans les lignes du règlement. La vraie question maintenant, ce n'est pas est-ce que Mercedes a-t-elle triché? La vraie question, c'est qui a déjà compris la F1 de demain et qui est déjà en retard. Véritablement, Mercedes a clairement compris de toute façon comment sera la Formule 1 en 2026 et l'interprétation qu'il faut avoir en 2026. Et ceux qui sont déjà en retard, bah, c'est ceux qui ne sont pas allés finalement dans cette interprétation du règlement. Voilà. Mercedes, pour moi, n'a pas triché. Non, Mercedes n'a pas triché. Pourquoi? Bah, c'est simple, parce qu'ils n'ont pas été prouvés. Il n'a pas été prouvé qu'ils avaient triché. Voilà l'histoire par rapport à Mercedes. Et voilà quelle est mon opinion. J'invite à ce que vous donniez vos avis en commentaire. J'invite à ce que vous réagissiez également sur Insta, également sur le Insta de Pushlap, également dans les commentaires qu'il peut y avoir pour pousser également ce podcast Pushlap dans les podcasts, sur les plateformes de podcast et à mettre les étoiles aussi également. C'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Moi, c'est un sujet qui me passionne parce que alors, c'est un point que je veux aussi aborder par rapport à ce sujet-là. C'est l'armée numérique qu'il peut y avoir sur Twitter, notamment par rapport à ça. Toutes les écuries qu'il y a aujourd'hui en Formule 1, elles ont toutes triché à un moment ou à un autre dans leur histoire. Alors, venir parler et critiquer Mercedes en disant « Ah, c'est inacceptable de tricher », le culot quand même. Hein. Ferrari a triché, Williams a triché par le passé, Renault aussi, Alpine a triché dans son histoire.
McLaren aussi a bien triché dans son histoire. Tout le monde a triché. Donc, venir dénoncer Mercedes comme s'ils avaient mangé des bébés, ça va quand même. Hein, faut se calmer. Encore une fois, je rappelle aussi un truc. Ça ne sert à rien d'aller autant dans j'ai envie de dire, dans l'émotion, comme si vous apparteniez à une équipe. Ce n'est que de la Formule 1. Ce n'est que du sport. Voilà, notre vie n'en dépend pas. Voilà, je vais être tout à fait honnête. Donc ça ne sert à rien. Et moi, c'est pour ça que l'histoire de Mercedes, je prends juste ça à la rigolade. Je dis juste, bravo Mercedes. Vous êtes plus intelligente. Voilà, c'est juste ça. Et c'est tout. Voilà, c'est juste rigolo. Moi, je trouve ça rigolo, l'histoire marrant. Aujourd'hui, comment Mercedes a réussi à interpréter un règlement. Encore une fois, faudrait-il le prouver, c'est vrai. Voilà, et même les réactions de Toto Wolff qui sont en mode, ils avaient qu'à faire mieux les autres motoristes et faites des réunions, faites ce que vous voulez. Nous, on travaille juste de notre côté et on fait en sorte d'être les meilleurs. Voilà, c'est tout. On verra comment les choses évolueront. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, les amis, pour ce push to talk autour de Mercedes, avec un push mag aussi qui avait été bien rempli. Alors, c'est vrai que vous avez vu que les formats de ce début de saison 2 de Push Lab sont un petit peu différents. C'est normal. J'attends véritablement que la saison commence et faire plutôt d'ailleurs, j'attends véritablement après la fin des essais hivernaux qu'il peut y avoir du côté de Bahreïn, les 2 sessions, pour véritablement recommencer le format que vous avez vu, notamment l'an dernier, avec un push mag, un push to talk, et également le push de la commu, et le push du style qui reviendra, je pense, la semaine prochaine avec les informations, avec toutes les actus qu'il peut y avoir au niveau des SAP et au niveau des styles, les collections qu'il peut y avoir des écuries, et même des pilotes aussi également. Si vous êtes sur le Insta de Push Lab, vous voyez notamment plusieurs posts. Je vous remercie de liker et d'apporter de l'intérêt à mon nouveau projet qui est Push Lab, et le fait que ça devienne un média référence lifestyle, le média référence lifestyle et pop culture sur le monde du sport auto et de la Formule 1 en particulier. Donc voilà, c'est trop cool. Merci beaucoup de votre immense soutien. J'espère que cet épisode a été clair. Je lis vos commentaires, sachez-le, je lis beaucoup vos commentaires et je vous remercie d'apporter des commentaires constructifs pour m'aider à améliorer ce projet. Là, le dernier épisode était du côté de Monaco, mon nouveau hôtel, parce que je suis très souvent en collaboration avec l'Automobile Club de Monaco et je les salue encore une fois. Je sais qu'ils écoutent ce podcast. Et là, désormais, on est reparti pour une nouvelle saison. J'ai trop hâte. Il y aura des invités, ne vous inquiétez pas. C'est juste moi qui n'ai pas le temps de m'en occuper, de valider les invités. Mais normalement, d'ici 2 semaines, au moins, il y aura des invités qui vont arriver pour cette nouvelle saison de Push Lab qu'on a ouvert avec Julien Rosenberger, avec qui on a trop kiffé ce premier épisode. Un des épisodes les plus longs de l'histoire de Push Lab. 2 heures pour amorcer la saison. Là, cet épisode est un peu plus court, c'est vrai, mais très constructif et très percutant, forcément, sur un sujet qui est extrêmement tendancieux. Et je pense que j'ai pu donner mon avis. J'ai hâte de lire vos avis. Je vais être passionné de ça. Quant à moi, je vais aller manger. Immense merci, les amis. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Push Lab. Immense merci à Emotion. N'hésitez pas à venir chez Emotion, notamment le Bocosim, qui est actuellement en place du côté de chez Emotion. N'hésitez pas à y participer et à venir ici à Paris au 115 rue Réaumur, là où est tourné Push Lab, là maintenant, pour suivre, pour aller piloter ici du côté de chez Emotion et vous amuser. Ciao les amis, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Push Lab. Ciao.